Une sitcom légère, centrée sur une sorcière de banlieue, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Beaucoup de choses, en réalité. Derrière les rires, les tours de magie et l'ambiance familiale, Ma sorcière bien-aimée cachait une zone d'ombre que peu de spectateurs ont perçue. Le tout premier script fut lu le jour même de l'assassinat de John F. Kennedy. Et durant toute la production, la tragédie frappa à plusieurs reprises. Plusieurs acteurs moururent jeunes, parfois dans des circonstances troublantes ou bouleversantes. Très vite, des rumeurs se mirent à circuler, la série serait maudite. Ajoutez à cela un épisode en blackface qui reçut pourtant un prix, un changement d'acteur jamais expliqué à l'écran, et un divorce réel qui mit discrètement fin à la série, et soudain, Ma sorcière bien-aimée semble nettement moins innocente. Ces faits étranges révèlent la vérité troublante, controversée et parfois inquiétante qui entoure l'une des séries les plus aimées des États-Unis. La magie était réelle, mais le prix à payer l'était aussi. Diffusée pour la première fois en septembre 1964, Ma sorcière bien-aimée arriva à un moment où la télévision américaine était dominée par des sitcoms familiales très traditionnelles comme The Donna Reed Show ou Father Knows Best. Elle renversa la formule en présentant une épouse de banlieue qui se trouvait être une sorcière. Elizabeth Montgomery incarnait Samantha Stephens, élégante, douce, puissante, amoureuse d'un mortel, Darren, et décidée à vivre une vie normale en renonçant à la magie. Bien sûr, chaque épisode prouvait que ce plan était voué à l'échec. Voisins curieux, belle-mère envahissante, sorts imprévus, tout menait au chaos comique. Produite par William Asher, alors mari d'Elizabeth Montgomery, la série connut un succès fulgurant. Dès sa première saison, elle se classa numéro 2 des audiences Nielsen, juste derrière Bonanza. En tout, Ma sorcière bien-aimée compta 254 épisodes et passa du noir et blanc à la couleur à partir de la saison 3, signe d'un prestige et d'un budget en expansion. Plus qu'un succès populaire, la série marqua durablement la culture. En donnant à Samantha une puissance magique qu'elle doit cacher, la série proposait une métaphore de toutes les femmes et de tous les individus contraints de cacher qui ils sont réellement. Les féministes comme les personnes marginalisées reconnurent cette lecture. L'influence de la série donna naissance à un véritable genre. De Ginny de May rêve à la famille Addams et jusqu'à Sabrina l'apprentie sorcière dans les années 1990. On alla même jusqu'à un film en 2005 avec Nicole Kidman. Ma sorcière bien-aimée ne se contenta pas d'ensorceler le public, elle redéfinit la magie télévisuelle. Le célèbre mouvement de nez de Samantha devint un geste iconique. Pourtant, Elizabeth Montgomery ne bougeait pas réellement son nez. C'était un petit mouvement involontaire de la lèvre supérieure, un tic nerveux. William Asher le remarqua et décida d'en faire un geste magique. Le montage ajouta un bruitage et un zoom rapide, créant l'illusion. Les fans lui demandaient constamment de le refaire en public, ce qu'elle ne pouvait pas faire, car le geste ne fonctionnait réellement qu'avec le montage. Le générique jazzy, lui aussi, cache un secret. Des paroles avaient été écrites, enregistrées en 1965 par Steve Lawrence dans un style lounge romantique. Mais les producteurs craignirent que la chanson détourne trop l'attention et conservèrent uniquement la version instrumentale. Le mystère était plus fort. En 2005, une statue de Samantha fut érigée à Salem, Massachusetts. Souriante, assise sur un croissant de lune. L'idée fit polémique. Certains habitants considérèrent qu'associer une sorcière de fiction joyeuse au procès tragique de 1692, où 20 innocents furent exécutés, relevait de l'irrespect. Malgré cela, la statue trône encore aujourd'hui, symbole autant d'enchantement que de polémique. La malédiction de la série est évoquée depuis longtemps. Le tout premier jour de la série, le 22 novembre 1963, l'équipe apprit l'assassinat de Kennedy en pleine lecture du script. Silence total, tournage interrompu. Plus tard, l'assassinat de Martin Luther King en 1968 puis celui de Robert F. Kennedy eurent lieu alors que la série était en pleine production, à seulement quelques kilomètres des studios. À chaque fois, arrêt, stupeur, deuil. Puis vinrent les décès personnels. Alice Pierce, interprète de la voisine Gladys Kravitz, souffrait en secret d'un cancer incurable des ovaires. Elle continua de tourner jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se tenir debout. Elle mourut en 1966 à 48 ans. Marion Lorne, inoubliable tante Clara et collectionneuse de poignées de porte, collection authentique utilisée dans la série, mourut soudainement en 1968. Toutes deux reçurent un Emmy à titre posthume. Dick York, le premier Darren,
souffrait depuis 1959 d'une blessure grave au dos. La douleur devint insupportable. Il s'effondra sur le plateau, fut hospitalisé, et ne revint jamais. ABC le remplaça discrètement par Dick Sargent, sans aucune explication à l'écran, un effacement total. York mourut dans la pauvreté en 1992. Quant à Elizabeth Montgomery, elle mourut en 1995 d'un cancer, à seulement 62 ans. Trop de morts, trop tôt, la rumeur de malédiction s'enracina. Même la petite Tabitha avait son secret. Elle était jouée par deux jumelles, Erin et Diane Murphy, afin de contourner les limites de tournage imposées aux enfants. Avec le temps, Erin devint l'unique visage connu, laissant Diane dans l'ombre, ce qui créa des tensions familiales durables. Elizabeth Montgomery jouait également Serena, la cousine rebelle de Samantha, sous perruque brune. Pour préserver le secret, les crédits inventèrent une actrice fictive, Pandora Spox. Des fans lui écrivirent même, convaincus qu'il s'agissait d'une vraie comédienne. La série aborda aussi des thèmes progressistes, mais non sans maladresse. L'épisode Sisters Atat, 1970, coécrit avec une classe d'élèves afro-américains, voulait dénoncer le racisme. Pourtant, lorsque Tabitha et une amie apparaissent avec des taches noires et blanches sur le visage, les spectateurs y virent, avec le recul, une forme de blackface. À l'époque, l'épisode reçut pourtant un prix de l'Académie. Lorsque la série s'acheva en 1971, ce ne fut pas un choix artistique mais un drame intime. Elizabeth Montgomery et William Asher, mariés au début de la série, vivaient désormais dans le conflit. Elle ne supportait plus de travailler avec lui. Elle exigea son départ. La chaîne refusa. Alors elle mit fin à la série. Pas d'épisode final, pas d'adieu. La magie s'éteignit simplement. Plus tard, un spin-off intitulé Tabitha tenta de raviver l'univers. Mal écrit, mal pensé, sans l'esprit original, il fut annulé après 11 épisodes. La foudre ne frappe pas deux fois au même endroit. Quant à la soi-disant rivalité entre Elizabeth Montgomery et Barbara Eden, génie de mes rêves, Barbara Eden affirma qu'elle n'avait jamais existé. Elles étaient amicales. La rivalité était une invention des médias. Même le rôle d'Andorra a failli ne jamais revenir à l'iconique Agnès Morhed. Il avait d'abord été proposé à l'actrice Béa Benadret. Si elle avait accepté, Andorra aurait probablement été un personnage totalement différent. Morhed, théâtrale et flamboyante, transforma le rôle en légende. Alors, combien de ces secrets connaissiez-vous? Entre les décès, les doubles rôles, les hommages posthumes, les tensions, les illusions, les non-dits, les actes de courage silencieux. Ma sorcière bien-aimée fut aussi magique que fragile. Et aujourd'hui encore, son charme continue d'agir. Quel moment vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires secrètes des séries cultes.